Bonjour et bienvenue à toutes et tous et merci d'être présents pour ce deuxième rendez-vous Event Again, association dédiée aux professionnels de l'événementiel corporate dont l'objet est de vous représenter, vous informer et de protéger les intérêts des différents professionnels du secteur de l'événementiel au sens large. Nous sommes toujours en direct de meetings. Merci à Renaud et ses collaborateurs de nous accueillir dans ces locaux. Je suis en compagnie de Anne, Olivier, Alexandre et Yves. Et aujourd'hui, notre témoin sera le docteur Fabrice Bach, docteur en psychologie cognitive, cofondateur de l'association Vaincre le burn-out de l'entrepreneur. Et en sa compagnie, nous ferons un tour d'horizon des solutions pour combattre l'isolement du chef d'entreprise et sortir grandi et renforcé de la situation actuelle. Vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions par le dispositif chat de la visio que nous avons mis en place, évidemment. Donc n'hésitez pas, nous traiterons d'un certain nombre de questions que vous poserez. Nous aurons par ailleurs une intervention décalée sous forme de clin d'œil humoristique. Mais tout d'abord, je vous propose, et ça sera un petit peu le rituel de tous nos rendez-vous, de faire un point sur l'actualité de l'association, en compagnie notamment d'Olivier. Olivier ? Merci Frédéric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais faire un petit coucou à Gilles et Renaud qui ne sont pas avec nous. Moi, j'ai surtout un message, dans un premier temps, un message d'ouverture à vous donner. On l'a déjà dit, cette association est la vôtre, elle vous appartient. Donc à ce titre, on ouvre le bureau, bien évidemment, et on souhaite que des personnes nous rejoignent, que des entreprises nous rejoignent. On va essayer d'être représentatif de l'ensemble des métiers qui constituent notre filière. C'est important. Il y a vraiment beaucoup de métiers qui constituent cette filière de l'événementiel. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, travailler avec nous, alors il y a deux possibilités. Vous intégrez le bureau avec nous et on travaille vraiment de façon forte, je vous assure qu'il y a du boulot, ou vous nous apportez une aide ponctuelle et elle sera franchement la bienvenue. Donc on a un mail qui devrait s'afficher et qui vous permet de vous faire connaître, de faire savoir que vous avez envie de nous rejoindre. Donc voilà, d'avance, merci, on compte sur vous et aussi un grand merci à tous ceux qui, depuis la semaine dernière, nous ont envoyé pas mal de messages de soutien et ça fait chaud au cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier. On va parler maintenant de l'actualité de l'association, parce que c'est l'objet effectivement de ces rendez-vous, avec Anne qui va nous parler, nous rappeler finalement les objectifs de l'association très rapidement, j'imagine. Absolument. Alors, comme nous l'avions déjà indiqué, notre but est de récolter et de partager un certain nombre d'informations. L'actualité nous a permis, il y a 2 jours, de rencontrer, à l'occasion d'une visioconférence, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a exposé, d'abord nous a tous questionnés et nous sommes ravis d'avoir, en l'occurrence, puisque Olivier a pu prendre la parole, parler de notre association et de vous tous, du reste. Et Laurent Wauquiez nous a rappelé qu'il y avait donc un certain nombre d'aides qu'il était en train de mettre en place au nom de la région, notamment l'aide à l'investissement jusqu'à 5 000 € et une aide assez intéressante qui est une aide à la digitalisation qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Nous vous conseillons de rejoindre le site Ambition Éco ou une hotline dont vous avez certainement entendu parler, qui est le 04 26 73 57 57. Et puis, plus concret encore, tout à l'heure, Yves, Marion et Olivier vont rejoindre la métropole pour un rendez-vous avec des acteurs importants de la métropole. Et le 3 décembre, nous avons un rendez-vous aussi avec le MEDEF. Donc, ça bouge, et c'est vrai qu'on y passe du temps, on est ravis, mais c'est presque chronophage, Mais on s'en sort. Allez, on s'en sort. Évidemment, on y va. Il y a du travail. Alors, je vais passer maintenant la parole à Alexandre qui va nous parler de l'adhésion à l'Unibev. Bonjour à tous. Alors effectivement, on vous avait parlé de ça dans nos objectifs. L'idée, c'était effectivement de grossir un petit peu les rangs, d'avoir un petit peu plus de poids au niveau de nos élus, de la mairie, de la région et de la métropole. Donc l'idée, bien sûr, c'était l'adhésion à l'Unimev. Maintenant que l'association est créée et que le compte est ouvert et qu'on a quelques adhésions, on va pouvoir effectivement débloquer ça. L'idée aussi, c'est de se rapprocher d'autres mouvements pour être plus fort, type l'UPSE, avec qui on a eu quelques contacts, et aussi avec Deux Savoie Events, qui sont représentants des Deux Savoie et qui ont le même type d'association que la nôtre. Et je pense qu'on a les mêmes lignes conductrices et qu'il faut vraiment qu'on milite ensemble par nos actions communes.
Surtout, en fait, qu'on puisse fédérer tout ce monde. Voilà. Alors justement, à ce propos, pour fédérer, il y a évidemment une liste de revendications, d'attentes qui pourraient être consignées. Bonjour à tous. Yves. Comme nous vous l'avons promis la semaine dernière, nous rédigeons une liste des attentes, des doléances que tout le monde souhaite. Donc beaucoup déjà se recoupent, ça, nous le savons, mais nous sommes toujours à l'écoute de ce dont nous n'aurions pas pensé. Et vous êtes bien sûr invités à nous faire part de vos doléances, des questions à nous poser sur le site, sur l'adresse mail de l'association. Notre rôle, c'est bien sûr de regrouper tout cela, de les traiter et de chercher les experts qui pourraient répondre à vos questions lorsqu'elles sont très pointues. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail. Elles seront bien sûr les bienvenues et à nous après de les faire remonter auprès de qui il se doit. Anne, oui, tu voulais faire un complément ? En effet, on se doute et on a vu vos nombreuses questions que nous avons prises en compte. Sachez que nous les avons transmises et que nous les transmettons régulièrement à nos spécialistes, grands experts, grands témoins qui vont intervenir dans les semaines à venir. Donc, elles ne sont pas perdues. Elles sont consignées. Elles sont absolument, comme dit Frédéric, totalement consignées et vous aurez vos réponses. Ne vous inquiétez pas. Merci pour ce complément d'information, Anne, qui était précieux, évidemment, et pour ne pas frustrer, effectivement, les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Alors, être partie prenante sur le scénario de sortie de crise, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est sûr que par rapport à l'annonce du président de cette semaine, on a un calendrier qui est un peu plus étalé, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut savoir quand est-ce qu'on va pouvoir produire des événements et surtout dans quelles conditions, pour pouvoir faire un petit peu un protocole sanitaire, pour expliquer aussi à toutes ces administrations qu'on est capable de faire des événements et qu'on est outillé pour, et que ça respecte toutes les règles qui sont nécessaires. Alors justement, Alexandre, si tu es d'accord, je rappelle juste qu'en fait, notre but, c'est de demander aux institutionnels, en dehors d'aide financière, surtout d'aide à la communication. Nous sommes des gens qui savons travailler, nous souhaitons que les entreprises puissent être rassurées et qu'elles puissent nous faire confiance. Donc là, on a besoin des institutionnels pour communiquer et rappeler que nous sommes tout à fait capables, très vite, tout en respectant scrupuleusement les conditions sanitaires et les gestes barrières, d'organiser et de fédérer des événements. Il y a déjà quelques bonnes idées qui sont ressorties de l'autre voilà, jour merci à ceux de la rencontre parce qu'on a avec eu Laurent Wauquiez. Voilà, on a eu aussi de nombreuses remarques sur notre adresse mail qu'on rappelle. Je pense qu'il faut mieux la rappeler régulièrement. Elle s'affiche, c'est formidable. Pas de problème. Donc n'hésitez pas, LinkedIn et notre adresse mail. Voilà. On rappelle les Alors, les prochains rendez-vous, puisque l'on vous l'a également promis, les prochains rendez-vous que nous organisons avec des professionnels et des experts, tels que conseillers juridiques et autres. Donc, je vous donne déjà le premier rendez-vous, c'est jeudi prochain, jeudi 3 à 14h, donc même heure qu'aujourd'hui sur ce plateau. Et nous aurons l'intervention de maître Sophie Gréder, qui est avocate et spécialisée en droit social du cabinet Acléa. Ensuite, c'est une femme, vous savez, on laisse beaucoup de place aux femmes aussi, oui. Qui s'appelle Maître Clémence Arnaud, qui est avocate et juriste du cabinet Acléa, qui prendra la parole et qui répondra à vos questions, puisque je lui en ai déjà transmis un certain nombre. Ensuite, on place à un homme. Effectivement. Alors attention, la semaine suivante, il y a un petit changement. La réunion sera le mardi 15 décembre à 9h du matin, le matin. On aura l'intervention de Jean-Loup Roger, qui est président, directeur général du groupe InPlead, et qui nous parlera de tout ce qui est comptable, donc tout ce qu'on peut faire pour nous aider. D'accord, et nous terminerons donc au jeudi 17 décembre à 14h, avec l'intervention de maître Charlotte Marie, qui est avocate spécialiste du cabinet Fidal, qui nous parlera plus précisément du restructuring dans l'entreprise et de sa politique en interne. Voilà, vous avez bien compris que l'association va vous accompagner tout le mois de décembre. On ne vous laisse pas tomber, évidemment. Et chaque semaine, vous aurez des rendez-vous. Et on sera heureux de vous recevoir effectivement en direct, toujours autour de ces webinaires. Alors Anne, maintenant, il est temps de savoir pourquoi on devient adhérent finalement de l'association Event Again. Alors d'abord, je vais commencer par un grand merci aux
aux premiers qui se sont inscrits, qui ont adhéré, qui ont rempli le document d'adhésion et qui ont donc déjà versé les 50 € ou plus. Merci à vous d'adhérer. Justement, certains doivent se demander pourquoi adhérais-je à cette association, à quoi va-t-elle me servir? Eh bien, on aura un des exemples tout à l'heure avec l'intervention de notre docteur en psychologie cognitive, mais bien sûr des choses beaucoup plus classiques. D'abord, vous aurez un accès privé aux prochains webinars qui seront réservés, bien sûr, vous l'avez compris, aux adhérents. Nous vous envoyons en temps réel toutes les informations que nous avons. Vous trouvez ça sur notre page LinkedIn Event Again, ainsi que grâce à notre adresse mail si vous avez, comme je disais, des questions. Nous partageons aussi nos expériences. Nous faisons un lien de rediffusion des webinars. Suite à la réunion de la semaine dernière avec l'intervention d'Olivier Ginon, nous vous avons sur la page LinkedIn informé et remis le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Nous vous mettons en contact avec des experts qui bénévolement s'impliquent, passent du temps, répondent à vos questions, puisque nous avons pendant l'émission un modérateur, où là il se trouve que ce sont des modératrices, qui vont nous remonter des informations tout à l'heure relatives à l'intervention du Dr Bach. Ensuite, eh bien, notre but est d'avancer au niveau national, puisqu'on a commencé à travailler sur des régionales, mais on est en train de grimper plus haut au niveau national. Chose importante, vous l'avez noté, puisque vous écoutez, je pense, de toutes les chaînes de télévision ou tous les sites, il est évident que vous savez que le gouvernement prend de nouvelles dispositions tous les jours. Vous avez dû entendre les interventions ce matin de la ministre du Travail et de notre Premier ministre. Il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place, il faut attendre les décrets, mais il y en aura vraiment pour tout le monde. Notamment, je pensais à tous les intermittents bien sûr de la restauration, mais surtout aussi les intermittents de l'événementiel. Et donc, depuis quelque temps, on est ravis, parce qu'on se rend compte que l'événementiel est en train d'être pris en compte. Et c'est ce que nous avons dit l'autre jour et qu'Olivier a dit à l'occasion de son intervention auprès du président de la région, c'est qu'en fait, on est très content que ce secteur complètement oublié, dont les gens n'avaient pas réalisé l'ampleur, et l'ampleur financière aussi, sont aujourd'hui très identifiables. Donc, on en est absolument ravis. Il y a déjà une circulaire qui est arrivée ce matin sur les boîtes mail qu'on peut transférer à ceux qui le souhaitent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces actualités importantes, évidemment, pour que vous soyez tout à fait au courant de ce qui se passe dans l'actualité, justement, de l'association, qui est encore une fois à votre service. Alors, maintenant, il est temps de changer un petit peu le plateau. Je vous raccompagne. Merci à vous, Anne, Alexandre et Yves. Et je propose maintenant au docteur Fabrice Bach de me rejoindre en plateau. Nous allons échanger ensemble, effectivement, sur les questions de burn-out. Évidemment, n'hésitez pas à poser les questions par chat, et dans le temps qui nous est imparti, vous avez bien compris que le temps est quand même assez réduit, nous allons pouvoir justement répondre à quelques questions. Merci encore, docteur, d'être parmi nous pour cette séquence qui est très, très importante au regard de la situation que nous vivons ensemble. Peut-être qu'en premier lieu, il y a peut-être une question justement des chiffres, de savoir un petit peu ce qu'il en est du burn-out, ou peut-être même une définition de ce que c'est du burn-out, du mal-être au travail, peut-être, on peut le traduire comme ça. Alors, le burn-out est une problématique bien spécifique, donc qui va toucher tout individu, qui peut toucher aussi tout chef d'entreprise, que celui-ci soit seul, indépendant, ou directeur d'un grand groupe de 100, 150, 200, voire plus de salariés. Et en fait, au niveau donc, du burn-out, il va y avoir tout un ensemble de données chiffrées qu'on a pu obtenir. Alors en France, ces données chiffrées sont très particulières. Parce que lorsqu'on les observe, on est 66 millions, près de 67 millions de Français. Donc ces chiffres ont été établis en 2016. Donc ce que ces chiffres donnent, près de 3 millions de Français sont exposés à un risque de burn-out. Le coût sociétal va dépasser, à l'époque, on est en 2016, près de 3 milliards d'euros. 100 000 Français en arrêt pour surcharge ou burn-out. Par contre, ce qui est intéressant, uniquement 30 000 personnes déclarées en situation de burn-out. En comparaison, en 2011, l'Allemagne a fait une étude officielle, parce qu'en France, vivant, ça pose un souci, sur plus de 80 millions d'Allemands, 8 millions présentaient une situation de burn-out. Or, on sait aujourd'hui, vu le contexte sociétal et la complexité, l'espèce humaine est confrontée à quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Ces confinements, ces déconfinements, ces reconfinements, il y a eu des fragilisations chez l'être humain. J'imagine que le stop and go, finalement, aggrave un certain nombre de symptômes qui auraient pu préexister par ailleurs. Complètement. Et en France, en fait, il y a une problématique. Pourquoi est-ce qu'effectivement, on ne parle que très peu de cela ?
Parce que le burn-out présente un élément spécifique, c'est un sujet tabou. La raison est toute simple, c'est qu'il est aujourd'hui dans notre société inconcevable d'être dépassé par sa vie professionnelle ou personnelle, puisqu'on l'a choisi. Il y a effectivement cette vie choisie, décidée, qui potentiellement impliquerait qu'on puisse l'arrêter à n'importe quel moment. Donc finalement, on peut avoir des coups de mou, des coups de baisse, mais de toute façon, il faut tenir. Avec cet excès de valorisation, dans le sens où le burn-out est souvent caractérisé comme étant une maladie honteuse. Concrètement, ce que renvoie la société, c'est que c'est la maladie des faibles, de ceux qui n'ont pas réussi à tenir. Or, ce que nous, on constate en tant que professionnels, c'est qu'à l'inverse, c'est la maladie des forts, de ceux qui ont réussi à tenir au-delà de ce que la majorité aurait pu faire. Ils ont été au-delà d'eux-mêmes, au-delà de beaucoup de choses. Et c'est troublant de constater ce décalage sociétal entre la société qui renvoie cette maladie des faibles, alors qu'elle touche essentiellement les individus qui ont une force intérieure très importante, cette force intérieure qui tout doucement a été sapée au fil du temps. Et quand on dit maladie honteuse, ça veut dire qu'on peut difficilement s'appuyer aussi sur son entourage d'une certaine manière et l'exprimer. Complètement. On a beaucoup de difficultés à l'exprimer auprès de son entourage, voire parfois auprès d'un médecin traitant, qui lui aussi peut prendre ça avec une certaine relativité. Oh, c'est un coup de mou, prenez quelques jours de vacances et ça ira mieux. Non, parce qu'effectivement, il y a tout un ensemble de problématiques qui vont tout doucement se mettre en place par rapport au burn-out. Et ce qu'on va retrouver justement, il va y avoir des composantes qui sont identiques à tout être humain. Des caractéristiques, d'une certaine manière, qui révèlent en fait ce qu'est un burn-out. Complètement. Et on va être confronté donc à 3 composantes spécifiques. La première composante que l'on va identifier, c'est une composante liée à l'épuisement émotionnel. La personne, à un moment donné, s'investit, se surinvestit, continue à faire, et cet épuisement émotionnel va tout doucement amener dans la pensée une idée: je n'y arrive plus, tout m'est difficile. Le fait de se lever le matin, le fait d'avoir des actes du quotidien, tout devient difficile. On commence à devenir irritable, fatigué, désobligeant avec ses proches. Puis va arriver une deuxième composante, la dépersonnalisation. C'est une forme de retrait, la dépersonnalisation, ça peut être ça? Alors, c'est une forme de retrait émotionnel, effectivement, puisqu'on a été en surcharge, mais ça va beaucoup plus loin. C'est le fait de se mettre à agir d'une façon totalement automatique, sur des schémas spécifiques. On ne fait plus attention et on ne ressent plus. On est un peu comme un robot, finalement. Complètement, complètement. Ce qui peut se résumer par une phrase: je me moque de tout, plus rien ne m'intéresse. Effectivement, je ne ressens plus. Et puis va arriver la troisième composante, qui va être celle du reniement. Et là, ça envahit totalement la pensée. Et la phrase qui vient et qu'on entend fréquemment dans nos consultations, c'est « je suis nul, j'ai raté ma vie ». Et brusquement réémerge dans la pensée tout le décalage qui est présent entre ce que l'on aurait aimé être et vivre et ce que l'on vit concrètement. Et la pensée humaine a cette spécificité d'aller toujours du mauvais côté. Comme un mauvais petit diable qui serait sur l'épaule et qui dirait « regarde, tu vois ça, tu l'as raté. Tu vois ça, ça ne correspond pas. Tu vois ça, ça ne va pas. » Et là, si effectivement on n'alerte pas ses proches, si on ne prend pas le temps d'en parler, là, tout doucement, on va se dégrader. Mais alors justement, sur ce dernier point, est-ce que ce n'est pas symptomatique finalement des ambitions qu'on s'était fixées, qu'on n'arrive pas à atteindre et qui fait que sur cet écart-là, c'est ce qui déclenche quelque part ces symptômes? Complètement. Il y a les ambitions que l'on s'est fixées, comment on a cherché à les réaliser, et je l'évoquerai d'ici quelques minutes, une des principales problématiques qui est présente, c'est la façon dont on va se positionner. Certaines personnes sont des concepteurs, pas des faiseurs. Et si à un moment donné, le concepteur se met à faire, il va passer beaucoup de temps, se tromper, ne pas savoir, il quitte sa place initiale. Et un des éléments qui permet de lutter contre cette fatigue émotionnelle, ce burn-out, cette surcharge professionnelle, c'est d'identifier ce pour quoi on est bon et comment on va le mettre en action. Très bien. Alors, il y a, j'imagine, un certain nombre d'étapes qui nous font venir au burn-out, au mal-être. Ça se décline en combien de phases? Quelles sont ces phases? Alors, il y a 4 phases spécifiques qui vont se succéder. La première phase, qui est bien spécifique, c'est la phase d'alarme ou de stress chronique. Donc, dans cette phase-là, on commence à se sentir mal, à ne plus être bien, mais on va s'accrocher.
on va aller au-delà. Et donc, c'est la phase de l'engagement, de l'enthousiasme. On va y aller à 200%. Sauf que plus on est stressé, plus on se fatigue, plus on se fatigue, plus on est stressé, une spirale commence à s'amorcer. On a exactement le même processus, c'est très intéressant à voir, avec les enfants au niveau des jeux vidéo. L'enfant joue. Moi aussi, je joue. Hein. Vous aussi ? Ça pourrait Moi me aussi. concerner. On joue. Les concepteurs de jeux ont pu identifier que l'enfant était au maximum, ou l'adolescent, voire l'adulte, au maximum de ses compétences pendant près de 40 minutes, après avoir joué pendant 10 minutes. Puis, au bout de 40 minutes, ses performances décroissent. Donc, pour atteindre les mêmes performances, il faut qu'il joue plus. Et on a la même chose au niveau professionnel. Pour atteindre les mêmes performances, il va falloir travailler plus et s'investir encore plus. D'où, effectivement, là, la première chose qui peut être mise en place et qui permet de freiner, la mise en place de stratégies pour éliminer ce que j'appelle ce cancer affectif. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va rentrer au fond de soi et qui va commencer à nous ronger. Va arriver la seconde phase. Alors là, c'est la phase de résistance, ce qu'on appelle le déni-habituation. Alors là, on va se surengager, encore plus s'investir, et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Là, pour comprendre, docteur, on n'accepte pas tellement, finalement, ces symptômes. Absolument pas. Voilà. Il y a quelque chose qui nous renvoie que ces symptômes ne sont pas cohérents, ils ne me renvoient pas une image suffisamment positive, voire parfois des gens autour de nous renvoient qu'effectivement, il faut continuer à s'investir. Donc on les supprime et on continue. Et là, dans cette phase, tous les symptômes initiaux de stress, d'angoisse disparaissent totalement. Alors là, c'est comme par magie, tout va brusquement mieux. On dit, ouf, ça n'était qu'un mauvais passage. Là, il faut être vigilant, parce qu'il faut commencer à se questionner sur son état. Mais finalement, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et simplement en se questionnant sur son état physique ou mental, parce qu'on voit aussi des dégradations physiques. La personne commence à être courbaturée, à avoir mal, à ne plus se sentir dans son assiette. Elle mange, elle a des crampes d'estomac de plus en plus. Le sommeil, j'imagine aussi. Qui va être touché profondément. Et là, si on ne s'arrête pas, va arriver la troisième phase. La troisième phase, qui est une phase bien spécifique, cette fois-ci, cette phase, c'est la phase de rupture. On va atteindre les limites physiques. Et les symptômes qui avaient disparu au cours de la phase 2 réapparaissent dans la phase 3 et beaucoup plus intensément. Et là, on va s'acharner. C'est le paradoxe de l'être humain qui va s'acharner encore plus pour résister. Il y a aussi un élément qui est très présent dans notre culture. Il y a une phrase qui dit « tout travail mérite salaire ». Il y a une valorisation de l'effort. Et donc, ce qu'on va retrouver, mais une question me sera peut-être posée tout à l'heure sur ce point, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres ? On a identifié que les personnes plus sensibles à ces problématiques sont celles qui vont présenter, et on peut tous la présenter un jour, une faille entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et si au moment de cette phase 3, on ne va pas à ce moment-là consulter un médecin, consulter un professionnel de la santé, qui va commencer à dire « Attendez, là, il faut que vous vous arrêtiez. Il faut qu'on mette en place quelque chose de spécifique. » Il faut mettre des alertes, en fait. Là. Tout à fait. Va arriver la phase 4, qui est celle du burn-out, de l'angoisse perpétuelle. Et un burn-out, attention, ça n'est pas un coup de fatigue. C'est pas simplement « je me sens pas bien, je vais prendre 15 jours de vacances et ça va aller mieux ». C'est pas ponctuel. Ça non, ça va durer. En fait. Et c'est véritablement, on parle de burn-out pour une raison spécifique. Le terme n'a pas été choisi au hasard. Et qui est anglais d'ailleurs. Tout à fait, c'est un psychiatre américain qui l'a identifié pour la première fois en 1974. Et les études qui ont été faites ensuite, dans les années 90 et 2000, ont montré qu'il y a des zones cérébrales qui s'enflamment, physiquement. Donc c'est pas pour rien que ce terme a été choisi. Et dans cette phase 4, une fois qu'on y arrive, malheureusement, là il va falloir s'arrêter d'une façon obligatoire. Et il y a une conséquence qui restera, c'est une hypersensibilité à vie, au stress et à l'anxiété. Mais ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que ce processus n'est pas absolument inévitable. On peut freiner à chaque étape cet élément. Et pour ça, il y a des choses que l'on peut faire pour freiner, justement. Pour freiner. Donc, pour prévenir, quelles que soient les étapes, il y a moyen toujours d'intervenir. Tout à fait. Et il ne faut pas attendre que ça soit presque définitivement là pour justement passer à l'action, si j'ose dire. Complètement. Tout est récupérable, quelles que soient les phases du burn-out. Systématiquement. Systématiquement. Donc comment justement se prémunir ? La première chose vitale, que ce soit pour les chefs d'entreprise, pour leurs salariés,
c'est l'information et la prévention. Prévention de quelle façon? Premièrement, on rencontre fréquemment des techniques de management qui sont problématiques. Attention, parfois on peut glisser vers du harcèlement. Le harcèlement est comme quelque chose de très ponctuel. Souvent, ce sont des problématiques d'organisation qui sont présentes. Donc, si on identifie les problématiques de management inadéquates, on peut les modifier et permettre, à ce moment-là, un mieux-être dans le contexte professionnel. Le deuxième élément, c'est apprendre à se connaître. Combien de fois les personnes qui rencontrent ces souffrances, peut-être certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, se sentent responsables de cela. Je n'ai pas été assez bon, je n'ai pas su suffisamment bien faire, j'aurais dû, il aurait fallu. Et on s'enferme dans cette pensée négative. Se connaître, c'est connaître justement le rapport entre ce que j'évoquais précédemment, l'estime et la confiance en soi. On pourrait en parler longuement, mais c'est passionnant, pour bien avoir une belle harmonie entre ces deux éléments, ce qui va permettre de résister au choc. L'autre élément, c'est bien entendu être vigilant à la fatigue. Toutes les personnes qui sont en rupture sur le plan émotionnel, sur le plan physique, le soir ne dorment plus. Tous l'évoquent, sans exception. On s'endort de plus en plus tardivement, on dort mal, on se réveille, on est irrité. Une spirale commence à s'amorcer. Le cerveau a besoin de se reposer. L'autre élément... Alors là, c'est un point, pour le coup, qui est dans la conjoncture actuelle et que tout le monde vit. J'imagine qu'il y a un vrai sujet autour du télétravail. Mais complètement. On nous a expliqué, au moment du premier confinement, que le télétravail était la réponse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Pourquoi pas? On n'a pas expliqué aux gens comment le gérer. Ce n'est pas simplement être chez soi derrière un ordinateur et on va faire son boulot. Ça devient beaucoup plus compliqué, puisqu'on a constaté des choses très intéressantes. Par exemple, avant, l'entreprise était un lieu de complexité, de difficulté. On allait se dépasser, donc on avait un lieu pour se ressourcer, se reposer, qui était la maison. Avec le premier confinement, la maison est devenue un lieu de travail. Les choses n'ont pas forcément été bien délimitées. Combien de mes patients m'ont expliqué qu'effectivement ils avaient leur ordinateur, puis à 20h devant la série télé, ils répondaient à des mails. Les tranches horaires n'étaient plus aussi bien définies. D'où le lieu de la maison est devenu aussi un lieu de conflit, de tension, ce qui n'était pas forcément le cas avant, on peut l'espérer dans la majorité des cas. Et du coup, le salarié va chercher maintenant dans le monde de l'entreprise un mieux-être et un bien-être qu'il n'a plus forcément chez lui. Vous voulez dire qu'on a un petit peu inversé finalement les objectifs du salarié lambda qui était à un moment donné de se dire je ne suis peut-être pas bien au travail, mais je peux trouver ma dose de bonheur en dehors. Tout à fait. Aujourd'hui, ça serait plutôt inversé. Ça se renverse, en fait. Et maintenant, il va y avoir des attentes bien spécifiques au niveau des chefs d'entreprise sur le fait d'apporter aux salariés ce bien-être. Ce qui, en même temps, n'est pas forcément incohérent, parce que ça peut lui permettre d'être plus efficace et aussi d'être plus productif. Donc, ce télétravail, aujourd'hui, c'est quelque chose de très complexe, ne serait-ce que, par exemple, le management. Lorsqu'un manager est là, et qu'à un moment donné, il va interagir avec son équipe, il le fait en présentiel. Il y a une aura, une présence. Comment est-ce que vous avez cette présence derrière un écran? Et beaucoup de managers ne savent plus faire ça. À tel point qu'on a été amené à mettre en place, justement, avec des collaborateurs, des techniques pour apprendre aux managers à travailler en télétravail et à manager leurs équipes. C'est vrai, si je reformule d'une certaine manière, c'est retravailler son leadership derrière un écran. Tout à fait, mais exactement. Exactement. Comment se présenter, qu'est-ce qu'on a derrière soi, enfin, des choses qui ont l'air tellement évidentes. Oui, le fond qu'on a, certains mettent des océans. Et en fait, on travaille avec des experts qui sont des experts de la télé et qui utilisent des techniques de la télé qu'ils donnent aux managers. Okay, transfert comme ça. Tout à fait. D'accord. Donc, comme je le disais à l'instant, on va aussi avoir d'autres éléments. C'est-à-dire comment lutter contre la souffrance au travail. Effectivement, on va avoir, j'évoquais à l'instant ce principe du bien-être, 4 facteurs qui vont s'interconnecter. 4 facteurs qu'on va travailler avec les chefs d'entreprise et justement avec leurs équipes. Un facteur social. Bien entendu, je peux travailler que si la collaboration autour de moi est saine, si je me sens suffisamment posé et serein. Un facteur affectif. Je ne peux travailler que si je ne suis pas parasité par mes émotions. Et ça, c'est très complexe à gérer, vu ce qui a été impliqué dans notre société depuis plusieurs mois, la peur, la tension, l'anxiété. Le côté physique. Je ne peux travailler que si mon corps est bien entretenu. Et enfin, un côté cognitif. Je ne peux être efficace uniquement s'il y a une parfaite correspondance entre les attentes de mon poste et ce que je peux fournir. Et lorsqu'on connecte ces 4 aspects,
on va véritablement retrouver une notion qui est celle du bien-être au travail, pas du bonheur. J'entendais il y a quelque temps une personne qui parlait du bonheur dans le monde professionnel. Je n'adhère pas vraiment à cette définition. Le bonheur est individuel, le bien-être est collectif. D'accord. Et là, on est bien dans deux dimensions différentes. Alors j'en profite peut-être à ce moment-là de faire un éclairage sur... il y a un certain nombre de nos participants qui sont seuls aujourd'hui, qui sont dirigeants, qui n'ont pas de salariés et qui donc ne sont pas amenés à faire du management. Je dirais que la situation est peut-être encore pire en étant dirigeant seul à son compte. Complètement. Et là, justement, il y a d'autres choses à mettre en place, des choses cette fois-ci plus individuelles. Au niveau individuel, on va retrouver effectivement, alors juste là aussi, ça peut toucher autant l'individuel que le collectif, comment gérer le stress. Donc, comment déjà améliorer l'organisation, donc les liens, mais même un individuel qui va avoir des liens avec des fournisseurs, qui va avoir des liens avec des prestataires. Avec son écosystème finalement de travail. Donc améliorer cette organisation, la rendre plus fonctionnelle. Deuxième élément, déployer de la bienveillance. Alors, vous dire oui, mais quand il est seul, mais la bienveillance avec soi-même, c'est aussi important de l'avoir. Et on l'oublie très fréquemment. Participer au respect du fonctionnement psychique. Donc, on va les amener à mieux comprendre leur fonctionnement et à par là même ce qu'ils peuvent attendre et comment aussi prendre appui sur des personnes relais. On ne peut pas tout savoir faire. On ne peut pas. Moi, je suis psychologue, j'ai la chance de travailler avec une équipe et avec chacun un champ de compétences spécifique. Et en créant cette équipe, on fait quelque chose de cohérent. Et même quelqu'un qui est seul va pouvoir se créer cette équipe, créer son agence de risque avec Hannibal, etc. Oui, par exemple. Non, mais c'est effectivement, moi j'entends bien derrière cette notion de communauté, quelque part, et de se fédérer avec des pairs qui sont aussi dirigeants seuls et pouvoir s'appuyer les uns les autres. D'où, ce que je trouve extraordinaire dans cette association, c'est de créer un collectif où les gens vont pouvoir se regrouper et s'épauler les uns les autres. Il faut être clair aujourd'hui, moi je le vois dans mon cadre professionnel, l'individu seul dans son coin ne pourra plus exister. Le monde de demain va être fait dans la collectivité et dans le lien aux autres, et dans le fait de s'épauler les uns les autres et de s'apporter des compétences complémentaires. Ouais, pour vous, c'est vraiment le challenge 2021, on sort de cette crise, mais collectivement. Tout à fait, tout à fait. Alors, et enfin, bien sûr, lutter contre le surinvestissement. Attention, parce qu'on a le sentiment que plus on s'investit, mieux on fait. Pas forcément, on va s'épuiser. Je l'évoquais à l'instant, pour celui qui est individuel, comment réagir face à ça ? Déjà, c'est vaincre sa peur. Sa peur de quoi ? De parler. Encore une fois, je ne le redirai jamais suffisamment, la fatigue professionnelle, le burn-out, ça n'est pas une honte. Le fait de pouvoir le dire, c'est se dire, là, j'étais au-delà de mes forces. Des endroits où d'autres n'auraient pas été, mais où lui a été. Le deuxième élément, qui est important, s'occuper de soi et prendre du temps pour soi. Alors ça, c'est une phrase un peu banale qu'on peut lire de partout. Maintenant, comment est-ce que l'on fait ça ? Il y a une technique bien spécifique. Il faut créer dans sa semaine des moments sanctuarisés. J'emploie bien le terme sanctuarisé. Des moments qui ne bougeront pas. Des moments où vous disparaissez de la planète Terre. Ces moments obéissent à 3 principes. Premier élément, la temporalité. Minimum 45 minutes. Deuxième élément, ça vous concerne vous, en individuel. Je peux apprécier faire une partie de tennis, on est tributaire de l'autre. Non, c'est quelque chose qui va me concerner moi, avec moi-même. Troisième élément, un élément qui va mettre en avant le corps. Alors, tu dis oui, le corps, c'est faire du sport ? Pas forcément. J'ai des patients, c'est le jardinage. Dans le jardinage, on met en action son corps. D'autres, c'est la peinture. Pour peindre, il y a une posture spécifique et on met en jeu le corps. Et c'est en activant ces 3 principes, si possible, si on arrive à faire ça déjà 2 fois par semaine, 3, c'est extraordinaire, qu'on va commencer à faire quelque chose, se ressourcer et rendre son cerveau disponible pour la suite. C'est-à-dire se reconnecter avec la complexité de la vie. Si on continue sur ce principe, le sommeil, on en parlait tout à l'heure, c'est incontournable. C'est la première chose que l'on va travailler, retrouver un sommeil cohérent, serein et stable. Se resocialiser. Alors ça aussi, c'est un terme un peu galvaudé. Alors aujourd'hui, j'ai une position très précise, en lien notamment sur l'événementiel. Je pense, et ça je l'affirme aujourd'hui, que les acteurs de l'événementiel vont être l'épine dorsale de la société de demain. Pas simplement parce qu'à un moment donné, on dit oui, c'est culturel, c'est sympa de se faire du bien. Ça va beaucoup plus loin.
C'est-à-dire les êtres humains, tous les êtres humains que nous sommes, ont besoin de quelque chose, de vivre des aventures. Alors on ne va pas jouer à Indiana Jones, aller au fond de la forêt amazonienne avec son coupe-coupe. Une aventure, c'est aller au cinéma, c'est voir un spectacle, une pièce de théâtre, c'est aller dans un restaurant, participer à un événement gastronomique. On va vivre quelque chose, positif ou négatif, et que l'on va ensuite partager avec d'autres. On va en parler. Donc ça fait appel à quelque chose de très profond chez l'être humain. Et tous les acteurs de l'événementiel vont être les piliers de la société de demain. Et ce qui est pathétique, c'est que, et là je me positionne aussi, on les a malheureusement laissés de côté depuis un certain temps. Mais rassurez-vous, demain, vous serez les acteurs premiers. Les acteurs premiers, ce ne sera pas nous, les experts de la santé. Nous, on sera là quand ça ne va pas. Vous serez les acteurs de la société qui se construira et de comment vous allez aider les personnes, justement, à aller mieux dans cette société. Merci, c'est un vrai mot d'optimisme pour le coup pour nos participants, j'imagine. Donc 2021, on compte sur le secteur de l'événementiel, évidemment, pour aller mieux. Pour finir très rapidement, encore quelques points pour vaincre finalement, pour réagir par rapport à ça. Bien sûr. 2 derniers points qui restent importants. Clarifier ses objectifs. On parlait tout à l'heure de la collaboration. Effectivement, qu'est-ce que je peux faire par moi-même et à quel moment je dois pouvoir faire appel à des partenaires qui vont m'épauler et alléger mon travail. Il n'y a pas de bien-être à se faire du mal. Non. Plus je fais les choses efficacement et sereinement, et mieux ça va aller. Et bien sûr, je le disais à l'instant, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est purement et simplement incontournable. C'est une force, parce que ça veut dire qu'on se connaît et qu'on va chercher d'autres avec qui on va apporter quelque chose et qui vont nous apporter quelque chose. La collaboration est au centre. Merci beaucoup, docteur. Je vous propose qu'il y ait l'intervention de 2 consultants. On va faire un petit pas de côté pour illustrer finalement notre échange, votre prise de parole. Merci encore pour la clarté de vos propos. Merci. On verra aussi dans l'intervalle si on a une ou 2 questions éventuellement. J'accueille donc madame et monsieur. Vous êtes consultants, j'imagine, spécialisés sur la discipline. On vous laisse la place avec le docteur. Disons, plutôt que consultant, on va enlever ça parce qu'en fait, le métier qu'on fait, c'est compliqué. Oui. On est plus, moi je suis plus cobaye, je suis consultant cobaye en fait. Et parce qu'en fait j'ai une boîte d'événementiel. Oui. Et je suis des thérapies chez. J'essaye en tout cas de faire ce que je peux pour apporter du bien-être Voilà. à Jean-Guy. Parce que le bonheur c'est individuel. Voilà. C'est que moi. Alors voilà, alors moi je suis en événementiel, hein, c'est-à-dire que du coup je voyais plein de gens tout le temps et là maintenant je me retrouve tout seul parce qu'en fait on ne peut plus faire d'événements. Hein. Et non. Voilà. Alors j'ai mis tout le monde en chômage partiel mais ça va, j'y crois, je suis dans la phase juste avant le déni, mais C'est pour ça, il faut redescendre un petit peu parce que là vous êtes en train de véhiculer des mauvaises énergies à tout le monde et c'est compliqué. Oui, voilà. En même temps, d'habitude je véhicule mon métier de véhiculer, d'être payé grassement pour ça, des bonnes énergies, et là je me prends toute la merde dans la gueule, et c'est compliqué. Mais ça va passer, il paraît, hein? Oui, bien sûr, ça va passer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes en télétravail, de choisir des fonds, des jolis fonds, par exemple, avec des aquariums, pourquoi pas, si vous aimez les poissons. Il y a des gens qui aiment les poissons. Je ne sais pas nager et j'ai peur de me sentir noyé. D'accord, alors oui, tout de suite, il faut peut-être passer à quelque chose de plus la nature, peut-être la nature qui vous apaise. Regardez, vous pouvez également faire de la lithothérapie. Vous voyez, ça c'est des pierres qui vont... Non, alors voilà, pas ici du tout. Voilà. Ça se met vous où? les mettez autour du... parce que c'est beaucoup trop grand autour du... Non. Ah, du poignet, d'accord. Voilà. Ah d'accord, c'est donc... Par exemple, ça, vous sentez déjà un certain bien-être. Ah là, déjà oui, hein, ça, vraiment c'est... N'hésitez pas à la lithothérapie. Ça c'est très bien aussi. Voilà. Et, parce qu'en fait, bon, je ne vous le cache pas, j'ai la sensation, j'ai vraiment des lectures saines, hein, puisque je lis Closer, et j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait burn-out. Oui. 2 petits points, la maladie honteuse. Oui. Alors, c'est souvent comme ça qu'on la qualifie. On découvre aujourd'hui que dès que ça s'attaque au burn, c'est honteux, c'est quand même compliqué. Quand même. Ça a toujours été ça depuis la nuit des temps. Hein. Le burn-out, c'est-à-dire... Non, gardez bien tout à l'intérieur. D'accord. Voilà, non, mais en fait, moi, j'ai besoin de perspective. Oui. Bon, j'ai des aides. Au départ, je faisais ça pour que les gens ils fassent des événements, ils communiquent, que ce soit la fête, que ça rassemble, que ça... Et là, mon métier, c'est de chercher des aides. Oui, c'est ça.
j'ai une perte de perspective. Oui, je comprends, mais il faut vous aider vous-même, Jean-Guy, et tout ira bien. Il faut essayer de vous projeter. Je me projette. Oui, alors justement, j'avais commencé à essayer de me projeter, mais contre un mur. Ouais. Et bon, parce que j'ai perdu des points aussi. J'ai perdu les points du permis. J'ai appris qu'à partir de 64 km/h, si on se projetait contre un mur, il y avait la mort blanche. Voilà, merci pour tout ça qui vraiment nous remet bien le péchon. Ouais, non, mais voilà. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que on va avoir vachement besoin de nous après. Oui. Faut qu'on soit là. Voilà, on sera de nouveau essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors évidemment, restez juste avec nous, on va vous présenter. Il s'agit de Camille Durand et Michel Bernini du théâtre Lulu sur la colline. Merci encore d'avoir mis en perspective un petit peu notre sujet et puis de l'avoir illustré de manière un peu décalée. Hein. C'était l'objectif. Merci à vous. Peut-être une actualité sur le théâtre Lulu sur la colline par rapport à cette conjoncture pour le coup. On va commencer le 15 décembre. On nous a donné le droit d'ouvrir le 15 décembre. Alors on va ouvrir le théâtre. Après, il faut que les gens viennent. Voilà, mais vous allez venir nombreux, c'est sûr. Merci. Non, et puis notre actualité, c'est qu'on a une petite télé, on se digitalise, hein, bien sûr. On a une petite télé, on tourne des films. Et puis il faut cliquer, et puis voilà, payer un peu parce qu'on ne travaille pas gratos non plus. Et de l'argent. Voilà. Et ça s'appelle Big Bang Comedy. Voilà, Big Bang Très Comedy. bien, il fallait le citer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Camille et Michel, encore une fois. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être une question avant de raccompagner Dr Fabrice Bach en coulisses? Est-ce qu'il y a une question qui a été posée à la modération? Pas particulièrement, ou en tout cas, on a peut-être traité finalement de l'ensemble du sujet. Je raccompagne le Dr Fabrice Bach. Merci encore d'être venu dans cet instant qui pour nombre de participants qui sont de l'autre côté de la visio est douloureuse. Donc j'imagine qu'on a pu donner évidemment un certain nombre de clés et c'était important de travailler sur le burn-out. Merci encore, docteur. Merci à vous. Je vous propose de rejoindre les coulisses et j'accueille à nouveau les membres du bureau pour un mot de conclusion. On est dans les temps. Voilà, il est 14h45. On a commencé à 14h02. Donc on a 2 petites minutes peut-être pour faire un mot de conclusion, pour se dire les choses, se dire au revoir et puis rappeler qu'on se voit évidemment la semaine prochaine. Non, mais je crois qu'on a traité, merci au Dr Bach, on a traité un sujet courageux, parfois tabou, pas facile à aborder. Le Dr Bach est assez connu, je tiens à le préciser. Merci vraiment à lui d'être venu. Merci à Michel et Camille. Vous savez, en faisant cet exercice de faire venir Michel et Camille, j'ai l'impression qu'on renoue un peu avec nos métiers, de faire des conventions où il se passe des choses sur scène, où il n'y a pas qu'un PowerPoint. Donc c'est aussi un peu le message qu'on envoie, c'est que non, notre métier n'est pas fini, non, notre métier n'est pas mort. Le docteur l'a dit, je parle trop, c'est ça Anne? Absolument. Le docteur l'a dit, l'intervenant l'a dit. Croyons toutes et tous que nous serons au centre du renouveau. Voilà, moi c'est ce que je veux dire. Et encore une fois, par rapport à mon message d'ouverture, on compte sur vous. Voilà. Alors, est-ce qu'Olivier, je peux rajouter 2 petites choses, puisque merci pour vos questions. Non, il allait dire non. Non, mais il faut s'imposer. Hein. Merci pour vos questions. Alors évidemment, le souci de certains qui étaient présents et qui sont encore présents avec nous, c'est de savoir quand est-ce que vos lieux vont pouvoir être réouverts. Alors sachez que nous ne sommes pas l'État. Nous ne sommes pas la région, nous ne sommes pas la métropole, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Donc, évidemment, on se renseigne. J'ai passé des coups de fil même depuis vos questions, mais vous vous doutez qu'on ne nous répond pas dans la seconde. Donc, on va vous répondre sur LinkedIn. Comme on vous l'a dit tout à l'heure aussi, vos questions de la semaine dernière, elles seront traitées par nos experts, n'oubliez pas. Donc, suivez-nous pour la suite. Et puis, continuez de poser encore des questions, on est bien d'accord. Mais nous ne sommes pas, et l'État et la métropole et la région et la Chambre de commerce. Tout à l'heure, le rendez-vous à la métropole, je crois qu'il va être un peu... On va poser la question. Voilà, je ne vais pas dire musclé, mais vous allez poser des questions, les questions que vous avez posées. Et on va être clair, parce que je crois qu'il faut vraiment avancer, puis qu'on arrête peut-être éventuellement de temps en temps de nous laisser patienter. Mais dès qu'on sait, on sera vraiment les premiers et très heureux de vous le dire. Voilà. Merci d'avoir participé. Parlez-en autour de vous. On bosse comme des fous et on a besoin de vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci Anne, merci Olivier. Au revoir. La semaine Frédéric. prochaine, rendez-vous le 3 décembre
À 14h, évidemment, pour l'intervention de Maître Sophie Gréder, avocate spécialisée en droit social. Posez vos questions, on les fera remonter, on les traitera du mieux possible, en tout cas la semaine prochaine. Merci, bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci.